l'enregistrement est arrivé. Donc, c'est le titre d'un rapport qu'a réalisé le réseau Emploi Compétences, qui est piloté par France Stratégie il y a maintenant 1 an et demi. Et donc, il nous a semblé que pour aborder ce thème des transitions professionnelles que nous allons traiter en 2 séances, je vais revenir sur la deuxième séance, que ce rapport pouvait constituer un élément introductif très intéressant parce que il fait une synthèse très complète un peu de cette question des transitions professionnelles. Donc là, et donc pour en parler, nous avons demandé à l'un des deux co-rapporteurs de ce rapport, qui va expliquer en quoi ça a été une production collective importante. Donc Vincent Donne, qui est chef de projet formation professionnelle à France Stratégie, et donc qui va nous présenter ce rapport. Alors, donc, je précise qu'effectivement, cette année, à la FREF, on a décidé d'aborder un certain nombre de sujets en les traitant sous la forme d'une imbrication de 2 séances. En fait, un webinaire qui est, à l'exemple de ce que vous avez aujourd'hui, une séance consacrée un peu à une entrée dans le sujet avec un intervenant nous présentant un rapport ou un angle particulier avec lequel il aborde ce thème. Et puis, dans une deuxième séance, nous allons organiser ce qu'on appelle à la FREF des disputes-actions, avec l'idée qu'on ait deux intervenants qui vont se disputer, qui ne sont pas forcément du tout en désaccord, qui vont plutôt discuter d'un thème sous 2 angles différents ou à partir de 2 institutions différentes. Et donc, ce sera le cas donc, dans exactement un mois, le jeudi 27 mars. Et cette fois, la séance sera en présentiel. Hein, et donc, elle sera organisée. Alors, désolé pour les gens qui viennent de province, ou alors s'ils viennent, ben, voilà, il faudra qu'ils se déplacent, ce qui sera en l'occurrence mon cas, par exemple, étant à Marseille. Et donc, cette séance aura lieu jeudi 27 mars, donc en fin d'après-midi, de 17h30 jusqu'à 19h30. Et elle aura lieu donc dans un local des Compagnons du Devoir qui se trouve 1 place Saint-Gervais dans le 4e arrondissement à Paris. Donc, tous les gens qui sont bien sûr inscrits à la FREF et les participants à ce webinaire auront l'information pour cette séance. Et donc, au cours de cette séance, on aura un échange entre Véronique Dessène-Torres, qui est directrice territoire et partenariat à France Compétences, qui est la personne qui pilote un peu tout ce qui est la gestion des conseils en évolution professionnelle. En fait, maintenant, vous savez que c'est le réseau Avenir Actif, hein, et donc il nous donnera un peu son point de vue sur les transitions à partir de là où elle travaille, de toute la vision qu'elle a de l'évolution depuis plusieurs années. Et puis Stéphane Mass, qui est le directeur de transition professionnelle Île-de-France, hein, qui est le plus gros organisme de transition professionnelle, de transition qui gère les transitions, les contrats de transition professionnelle en France, hein, bah, parce qu'effectivement, il gère tous ces contrats pour l'Île-de-France. Voilà. Et donc, on aura un échange à partir de ces deux intervenants et donc, on espère que les questions qui seront abordées notamment aujourd'hui bah, vont pouvoir aussi irriguer le débat qui aura lieu dans un mois. Voilà. Donc, je vais sans plus tarder, passer la parole donc à Vincent Donne, qui va nous présenter un peu son exposé, un peu à partir du rapport fait il y a 1 an et demi. Et donc, on a convenu qu'il allait faire un exposé dans une demi-heure environ, et qu'ensuite, bon, alors, on a marqué 14h30, on n'ira pas forcément jusque-là, hein, mais qu'ensuite, on ait un temps d'échange. Et donc, pour le temps d'échange, ben, je demanderai aux gens voilà, de lever la main hein, et de dire et de faire des interventions courtes pour poser des questions et de manière à pouvoir favoriser au maximum le débat à partir de l'exposé initial. Voilà. Ben, j'en dis pas plus, à moins qu'il y ait vraiment une question de méthode, une chose que quelqu'un ait vraiment envie de poser, mais si ce que j'ai dit est à peu près clair, je vous propose de laisser la parole à Vincent Donne et qui va donc qui peut mettre maintenant son exposé voilà, faire apparaître son exposé à l'écran. Je fais ça, je fais ça. Hein. Alors,
Vous m'entendez? Une seconde. Tac. Je vais Donc, couper. où est-ce qu'il est mon PPT? Partager. Bon, ça, je vais mettre partager tous les grands, c'est pas grave. Ok, partager. Et je mets ça. Merci Voilà, est-ce que vous Thérèse voyez et bien? Dominique de couper leur micro peut-être pour pas qu'il y ait, je vois que tout le monde a coupé ses micros. Voilà, pour pas qu'il y ait d'interférence. Merci, bah, c'est parfait. Vincent, on voit très bien ta présentation. Je pense que c'est tout le monde, pour tout le monde le cas. Donc, bah, je te laisse la parole. Très bien, bah, merci beaucoup Damien, merci à la FREF. Bonjour à tous. Bah, comme l'évoquait Damien, donc je vous présente ce rapport que j'ai co-rédigé avec, Colline Bouvard, qui est paru en juin 2023, donc il y a 1 an et demi, mais finalement, et on pourra peut-être revenir là-dessus en fin de présentation, bah, pas grand-chose, n'a évolué depuis, puisque on verra que des négociations ont été entreprises autour de cette question et qu'elles n'ont pas abouti, et du coup, le paysage institutionnel et des dispositifs autour des transitions professionnelles n'a pas évolué. Donc, peut-être juste une phrase, hein, sur le réseau emploi compétences. Damien en a dit un mot, hein, qui est du coup une initiative, qui est effectivement animée par France Stratégie, qui est un réseau d'acteurs, du champ emploi, formation, orientation. Il y a beaucoup notamment d'observatoires, que ce soit les observatoires de branche, ou des observatoires régionaux qui participent. Et il y a une double mission dans ce réseau, qui est d'un côté, bah, faire connaître les travaux des différents membres, et à côté de ça, produire une production originale. Et c'est dans ce cadre-là, qu'on avait décidé de travailler sur ce sujet des transitions professionnelles. Et du coup, on a mis sur pied un groupe de travail qui réunissait, tout un tas d'acteurs. Bah, Damien, on faisait partie, au nom du CEREC, mais on avait évidemment les opérateurs type, bah, France Compétences, France Travail à l'époque Pôle Emploi, mais aussi, voilà, des représentants de différents acteurs qui ont participé à ce groupe-là, qui s'est réuni tout au long de la période 2022-2023, en s'interrogeant, hein, bien sûr, il y a toujours cette vision un peu, pouvoir public quand on se positionne côté France Stratégie. Donc c'est comment est-ce que finalement les transitions professionnelles pouvaient, bah, d'un côté, sécuriser les parcours des individus, évidemment répondre aux besoins de l'entreprise, on y reviendra, mais aussi comment elles pouvaient finalement constituer un instrument, un outil, de politique publique pour essayer, bah, peut-être d'accompagner les grandes mutations. Donc ce rapport, il est disponible, sur le site de France Stratégie. Il y en a une version longue, qui fait 150 pages, qui est peut-être pas forcément très digeste, mais il y a aussi une petite note de synthèse qui fait là une dizaine ou une douzaine de pages, qui est pas mal. Et si jamais le sujet vous intéresse, vraiment, je vous invite à aller la télécharger. Elle est assez pratique. Du coup, peut-être commencer par un petit point sémantique. C'est vrai que quand on parle de transition professionnelle, on entend beaucoup de mots, il y a un peu de confusion. Alors, moi, en tout cas, tel que je le ferai dans cette présentation-là, quand j'évoquerai les évolutions professionnelles, c'est bien toutes les étapes qui, composent les parcours, donc finalement toutes les évolutions de carrière au sens large, qui sont pas forcément liées à des mobilités qui peuvent se faire au sein d'une entreprise, par exemple. On a ensuite les mobilités professionnelles, là qu'on entend nous plutôt comme des mouvements de main-d'œuvre, donc des changements d'un emploi à un autre, par un individu. Ensuite, quand on parle de transition professionnelle, ce sont ces mêmes mobilités, mais vécues du point de vue de l'individu. Et on verra que les dispositifs sont pensés en théorie plutôt comme des dispositifs de transition, c'est-à-dire accompagner les mobilités des individus. Et enfin, on a ce terme de reconversion professionnelle, ou on peut appeler des fois ça mobilité interprofessionnelle. Et nous, on a pris une définition qui est celle de France Compétences, qui c'est les mobilités qui se caractérisent par le passage d'un métier à un autre, qui n'a pas de rapport direct, ou alors où il y a un changement de statut qui fait que ça transforme, les conditions d'exercice de cette activité. Hein, typiquement, bah, si vous avez un métier et que vous passez en indépendant, là, on peut parler de reconversion. Et du coup, c'est vrai que le sujet, c'est que nous, on était parti plutôt sur un angle pour traiter de ce sujet des reconversions, mais en fait, on s'est rendu compte, et on s'en rendra compte, au long de cette présentation, qu'on ne peut pas traiter le sujet des reconversions professionnelles sans parler de celui plus largement des évolutions professionnelles et même plus largement de la sécurisation des parcours, que ce soit dans l'entreprise ou dans des mobilités, soit ascendantes, soit en changeant d'emploi.
Donc, je vais commencer par quelques éléments de diagnostic. Il y a 3 grands constats qui sont un peu l'architecture de ce diagnostic-là, et après on passera sur ce que nous, on a présenté comme recommandations, préconisations dans le cadre de notre rapport, qui sont là plutôt données à titre un peu, indicatif, mais qui permettent peut-être de lancer un peu la discussion et peut-être demain d'introduire, la disputation qu'évoquait, Damien. Mon premier constat, qui est peut-être un constat qui est celui qui est le plus connu, c'est un constat d'ordre un peu macro. On a, et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, suite à la crise sanitaire, à la crise de la Covid, des mouvements, assez forts. D'un côté, une augmentation des, besoins en, réallocation sectorielle liés à des mobilités professionnelles. Heu, D'abord à court terme, on en a beaucoup parlé, hein, ça a été le sujet post-Covid, les métiers en tension, et cetera. Je pense que j'ai pas besoin de m'attarder là-dessus, qui créent des besoins, très forts. On a aussi, des besoins qui sont des besoins structurels, et qui sont là justement, qui vont nécessiter des réallocations sectorielles du fait des grandes transformations, du marché du travail, les mutations économiques, la transition écologique, la transition démographique évidemment, mais aussi des phénomènes de reconfiguration productive qui sont là aussi accélérés et qui font qu'on a une déformation de l'appareil productif qui va, créer des besoins. Je ne m'appesantis pas sur le sujet des besoins, mais France Stratégie et la DARES ont un exercice prospectif qui s'appelle l'exercice prospectif des métiers et des qualifications. La dernière édition projette les besoins en main-d'œuvre à horizon de 2030, et on voit qu'il y a pour un grand nombre de métiers des besoins, des déséquilibres entre métiers qui vont représenter jusqu'à un tiers des besoins de main-d'œuvre et qui vont du coup nécessiter soit l'arrivée sur le marché du travail de nouveaux actifs, qui viendraient par exemple du chômage ou qui viendraient de l'inactivité, soit des mobilités professionnelles. Et donc, on voit bien que ce besoin en relocation, il est très fort. On en entend beaucoup parler, la transformation, les nouveaux métiers, etc. En face de ça, on a un autre mouvement qui là aussi a été beaucoup documenté, dont on a beaucoup parlé, qui est une augmentation, en tout cas c'est présenté comme celle, des aspirations individuelles à la mobilité. Alors, nous, on s'est intéressé dans le rapport un peu plus en détail à cette question-là, notamment avec des travaux de France Compétences sur le sujet qui sont assez parlants. Et on voit bien que cette augmentation, ou en tout cas cette aspiration assez massive à la reconversion, elle est avant tout liée à une volonté de rompre avec un phénomène d'insatisfaction au travail. Et on entend beaucoup de choses, hein. C'est vrai que quand on parle insatisfaction au travail, on pense beaucoup à une logique un peu, une lubie ou alors une vocation. On voudrait faire quelque chose qui a plus de sens, et cetera, et tout ça paraît assez flou. Dans les faits, on se rend compte que cette insatisfaction professionnelle qui va, pousser, cette aspiration à la mobilité, elle est aussi sur des choses très concrètes qui sont liées à la sécurité de l'emploi, qui sont liées à une volonté d'augmenter sa rémunération, qui sont liées à un sens du travail, mais plutôt un sens du travail. Et là, je renvoie aux travaux qui ont été faits récemment par Coralie Pérez et Thomas Coutreau sur les questions de sens au travail. Là aussi, on voit bien que les questions de sens au travail, c'est pas uniquement une aspiration vocationnelle, mais bien les moyens de bien faire son travail. Et donc, on a effectivement, là aussi, on en a pas mal parlé, hein, la question de ces nouveaux rapports au travail suite à la crise sanitaire, suite, et ça, je pense que c'est un point qui est très important et qui fait qu'on parle beaucoup des transitions professionnelles aujourd'hui, les différentes réformes de retraite qui font qu'on a un allongement de la durée de vie au travail et qui posent des questions évidemment en termes de pénibilité et de soutenabilité du travail tout au long de la carrière. Et ce sont des enjeux qui posent beaucoup, hein, cette question de l'aspiration à la mobilité professionnelle, aux transitions. Là, je vous ai mis comme ça, juste, je ne vais pas le commenter, mais à titre indicatif, là aussi, genre, toutes les différents motifs qui sont avancés par les individus qui aspirent à une reconversion. Et on voit bien que, bah, déjà, ils sont très multiples. Et on voit également qu'à côté de sujets type donner plus de sens à sa vie, on a des choses qu'on pourrait considérer comme très en dur, hein, augmenter sa rémunération, la crainte de se perdre son emploi. Et on voit bien qu'il y a une grande diversité des motifs de volonté à se reconvertir.
Donc on pourrait se dire, bon, bah, on a des besoins en mobilité et en réallocation sectorielle qui sont importants. D'un autre côté, on a une aspiration des individus à finalement envisager des mobilités. Eh ben, tout est bien. Les deux mouvements vont naturellement s'ordonner. Évidemment, ce n'est absolument pas le cas. Et on voit pas qu'il n'y a pas de convergence naturelle entre ces deux mouvements et qu'on a une adéquation très forte entre, d'un côté, ces besoins et les aspirations des individus et que finalement ces métiers en tension ou alors, si on prend une logique un peu différente, les activités qui répondent à des besoins collectifs, qui peuvent renvoyer à, des enjeux autour de l'éducation, de la santé, de la transition écologique, tous ces besoins-là ne sont pas naturellement pourvus, par les mobilités des individus. Il y a les enjeux de compétences et de formation qui sont évidents, ils sont assez souvent mis en avant par les pouvoirs publics, peut-être un peu trop et ça c'est un vrai sujet de débat, mais ils existent. Il y a les sujets d'orientation, d'accès à l'information des individus et peut-être plus largement d'appariement entre l'offre et la demande de travail. Et on a, et ça c'est évidemment le point peut-être central et celui qui est un peu moins discuté, mais qui est tout aussi évident, un enjeu d'attractivité et de qualité des emplois. Pour le coup, je fais mon autopromo, mais avec Christine Herel, qui est une spécialiste de ce sujet, on a publié un travail assez récemment sur la qualité des emplois, et on voit bien que finalement, ces métiers sur lesquels il existe des besoins importants, que ce soit des besoins du marché du travail ou des besoins finalement de la société, et ben, ces métiers-là présentent des enjeux d'attractivité très importants et aussi des enjeux de perspectives d'évolution de carrière qui sont souvent très mauvais. Et du coup, le premier enjeu, c'est qu'on voit bien que les mécanismes de marché seuls ne peuvent permettre de résoudre ces enjeux d'appariement entre ces besoins et ces aspirations des individus et que du coup, on y voit un besoin d'abord d'anticiper les mutations économiques à moyen terme, d'essayer de pouvoir les envisager. Ça, c'est déjà un premier enjeu parce que c'est quelque chose qui est pas évident à faire, on le sait. À côté de ça, il y a un enjeu de pilotage des politiques emploi-formation. Là aussi, un sujet sur lequel il y a pas mal de déficiences, on y reviendra. Et tout ça dans le but de nourrir et nourri par un dialogue social à toutes les mailles de l'écosystème emploi-formation. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu qui est un peu moins discuté, un peu moins dans le scope, c'est le fait qu'on a une inégalité très forte des individus face à ces mobilités, face à ces transitions. Euh, Envisager une reconversion, ça demande des ressources. Ça demande des ressources d'abord objectives, des ressources en matière d'argent, déjà parce que ça coûte de l'argent en termes de temps, en termes de diplôme, en termes de signaux de recrutement, d'employabilité et de diplôme, etc. Et ça demande aussi un certain nombre de ressources plus subjectives qui sont la connaissance des mécanismes qui permettent l'accompagnement de ces transitions professionnelles, de connaissance du marché du travail, des phénomènes qu'on qualifie parfois d'autocensure, de biais en matière d'orientation. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de ressources très fortes. Là, je vous ai mis un petit tableau pour illustrer ça. On voit bien que les taux de reconversion réussis, c'est-à-dire parmi les gens qui aspirent à une reconversion, qui réussissent finalement à se reconvertir, c'est issu de l'enquête DEFI, qui commence à dater un petit peu, mais il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment d'évolution là-dessus. Et on voit bien que les ouvriers non qualifiés ou les employés non qualifiés, qui aspirent tout autant à la reconversion que les cadres, ils réussissent bien moins souvent leur reconversion et bien moins souvent dans des CDI. Du coup, on voit que finalement, c'est peut-être pas les salariés qui ont le plus besoin d'envisager une reconversion, c'est-à-dire ceux qui seraient dans des métiers pénibles, ceux qui n'auraient pas de perspective d'évolution de carrière, ceux qui seraient les moins qualifiés. Ce ne sont pas ces salariés-là qui ont le plus accès finalement à la reconversion. Et donc ça, évidemment, ça interroge largement les dispositifs de reconversion et plus largement tout le système emploi-formation. Cette inégalité des individus face aux transitions, elle se manifeste aussi sur les dispositifs d'accompagnement à la transition professionnelle. Alors nous, quand je dis nous dans le rapport, mais je pense plus largement, quand on parle d'accompagnement aux transitions professionnelles, c'est très important de séparer deux sujets. Et très souvent, il y a une grande confusion, et cette confusion n'aide pas à aborder le sujet. C'est que d'un côté, on a l'accompagnement au sens prise en charge
des frais et des coûts qui sont liés à la transition, que ce soit partielle ou totale, c'est-à-dire le prise en charge des frais pédagogiques d'accès à la formation et du revenu de remplacement qui représente 80% du coût d'une transition professionnelle. Donc ça, c'est le premier sens, hein, c'est les dispositifs de transition professionnelle qu'on en parle souvent. Et à côté de ça, l'accompagnement, c'est aussi un accompagnement individualisé, d'appui et de définition à la réalisation d'un projet de transition professionnelle. Et c'est quelque chose qui est souvent pas assez mis en lumière, mais qui est très important, on y reviendra. Et du coup, on constate une inégalité forte dans l'accès à ces deux formes d'accompagnement. D'un côté, peu de transitions qui bénéficient d'une prise en charge par le biais d'un dispositif de financement de transition professionnelle. On a 60 à 70 000 parcours environ chaque année, alors qu'on a, alors je vous le fais un peu à la louche, mais on a 1 million 4 mobilités qui pourraient être considérées comme des reconversions. C'est très important de rappeler que une grande partie des mobilités professionnelles qui peuvent être des reconversions n'ont pas vocation à être accompagnées par un dispositif, c'est très bien, mais on voit bien que quand on compare ces 70 000 à 1,4 million, il y a un enjeu qui se pose et qui interroge largement du coup le ciblage en se disant est-ce que ces dispositifs-là sont bien orientés vers les bonnes personnes. Et enfin, le deuxième volet accompagnement que j'évoquais au sens appui, réalisation, là aussi, on constate finalement un relatif déficit. Quand on pense aux demandeurs d'emploi, on a, alors il est évidemment perfectible, mais on a un système d'accompagnement, d'aide à la recherche d'emploi qui est assez bien identifié, des acteurs qui sont identifiés par les individus et finalement, chaque individu sait qu'il a un interlocuteur privilégié qui sera la personne qui va l'accompagner dans son parcours vers l'emploi, de retour à l'emploi. Dans le cadre des accompagnements à la mobilité ou transition pour les actifs en emploi, et ben on se rend compte qu'on a deux blocs. D'un côté, l'entretien professionnel, professionnel, on y reviendra, mais qui est obligatoire dans l'ensemble des entreprises. Mais en fait, selon les chiffres qui sont à notre disposition, qui là aussi viennent de l'enquête défi, on aurait seulement un salarié sur deux qui aurait accès à cet entretien professionnel-là. Et on se rend compte que cet entretien professionnel, quand il existe, très souvent, il y a une forme de confusion avec l'entretien d'évaluation. Et finalement, il est très peu considéré par les individus, et là je renvoie à des notes de France Compétences sur le sujet, il est très rarement considéré par les individus comme une ressource quand ils envisagent une mobilité sortante, et donc quand ils envisagent un changement d'emploi qui se traduirait par un changement d'entreprise. Donc ça, c'est le premier bloc. Et le deuxième, c'est le CEP, le conseiller en évolution professionnelle, qui connaît une montée en charge progressive, hein, vous le verrez avec Véronique de Santorin, qui en parlera beaucoup mieux que moi, mais avec qui on a beaucoup, nous aussi, travaillé. Hein. Il y a une montée en charge, et c'est très important et très intéressant, parce que c'est un dispositif que, en tout cas, nous, dans notre rapport, on plébiscite beaucoup, mais on se rend compte qu'il est encore trop souvent utilisé par les individus comme une aide finalement au montage d'un dossier d'accès à du financement pour de la reconversion, et moins sur sa logique première qui serait faire le point un petit peu sur son évolution professionnelle et envisager une mobilité peut-être, ou envisager de rester dans son entreprise, ou envisager peut-être d'avoir accès à une formation. Et du coup, voilà, c'est un dispositif encore jeune, il y a un enjeu de notoriété, le dispositif est de mieux en mieux connu, mais on voit bien que là aussi, la question de qui sont les gens qui accèdent à ce CEP-là se pose. Et du coup, ce deuxième enjeu, c'est le fait que ce déficit, il pose la question finalement de comment est-ce qu'on garantit un égal accès à ces instruments qui vont permettre finalement d'envisager des transitions professionnelles réussies. Le troisième enjeu, celui-là, c'est un peu celui, on est en plein dedans, c'est l'enjeu des dispositifs de transition. Donc là, quand je dis dispositifs de transition, j'évoque les dispositifs qui permettent de financer la prise en charge partielle ou totale des coûts liés à une transition, et qui s'accompagnent parfois, dans certains cas, d'un accompagnement individualisé. Et on va voir qu'on a finalement beaucoup de dispositifs qui permettent,
qui visent les transitions professionnelles, et que tout ça, ça cause un certain manque de lisibilité. Je vous ai mis juste comme ça, à titre indicatif, l'ensemble des dispositifs de transition professionnelle que nous, on avait identifiés. Il y en a eu deux nouveaux depuis. Je ne les présente pas, mais c'est juste un peu pour montrer la grande diversité. Et que ces dispositifs-là, ils ont pourtant finalement tous plus ou moins le même objectif, qui est, comme je disais, financer de l'accès à de la formation et, dans certains cas, financer une partie potentiellement du revenu de remplacement pendant qu'on est en formation. Et en fait, tous ces dispositifs-là, ils se caractérisent avant tout par une grande rigidité d'usage, à savoir que leur accès va être segmenté en fonction de la nature des publics, des situations professionnelles, des métiers qui sont les métiers d'origine ou des métiers qui sont les métiers de destination. Et on va se rendre compte que cette rigidité-là, elle ne correspond pas forcément à la façon dont les individus mobilisent ces dispositifs. À côté de ça, on a des problèmes intrinsèques à certains de ces dispositifs. Je ne m'appesantis pas, mais on a beaucoup parlé de transition professionnelle, du dispositif Transco, dispositif de transition collective, pardon, le dispositif Transco, et qui est un dispositif qui n'a pas trouvé son public, alors pour un certain nombre de raisons. Le premier, peut-être, c'est que déjà, il y avait une certaine lourdeur administrative. C'est évidemment plutôt la parole des employeurs qui vont dire ça, mais effectivement, il y avait beaucoup de leviers à activer pour pouvoir mettre en place un dispositif transition collective, mais aussi parce que finalement, il y avait des problèmes dans le dispositif lui-même, à savoir qu'il était assis plutôt sur l'entreprise de départ, donc une entreprise qui envisageait potentiellement à terme des difficultés, devait se déclarer, et avant d'envisager un PSE, un plan social, devait mettre en place ce dispositif de transition collective. Or, il a été un peu montré que c'est difficile pour une entreprise qui n'est pas encore face à un plan social de se déclarer potentiellement en difficulté et de désigner des emplois qui seraient menacés pour accompagner ces transitions. Donc on voit qu'on a un certain nombre de soucis qui sont liés à ces dispositifs de manière inhérente. Ce qui est aussi très intéressant, et ce que nous, on documente pas mal dans le rapport, c'est qu'en fait, quand on regarde les différents dispositifs, on constate qu'on a finalement une structuration en 3 champs qui sont pensés un petit peu comme étanches. On aurait d'un côté les transitions dites subies, c'est-à-dire les transitions qui seraient évidemment à la main de l'employeur et qui s'imposeraient à l'individu. C'est tout ce qui va être lié plutôt justement à des plans collectifs, que ce soit le contrat de sécurisation professionnelle, les ruptures conventionnelles collectives, les congés de mobilité. À côté de ça, on aurait un deuxième champ qui serait les transitions choisies, qui serait là totalement à la main de l'individu. Donc on aurait le PTP, le projet de transition professionnelle, qui est l'héritier du CIF, du congé individuel de formation. On a le dispositif d'émission reconversion, qui permet aux individus qui ont un projet de reconversion de faire une demande pour pouvoir accéder à des indemnités chômage, même en cas de reconversion. Ça doit être validé d'abord par France Travail, et ensuite ils ont accès à des indemnités, mais aussi le CPF, qui est vu comme un dispositif totalement à la main des individus. Et enfin, on a un troisième champ qui serait le champ qui serait un peu celui qui serait encouragé par les pouvoirs publics, qui serait les transitions dites co-construites. Donc on aurait ce dispositif de transition collective, on a le dispositif PROA, dont le petit nom est promotion ou reconversion par l'alternance. J'ai plus c'est un nom à rallonge, mais voilà. Et on aurait des dispositifs type l'entretien professionnel. Et donc on voit bien ces 3 champs et on les pense de manière assez étanche. Je vous l'ai présenté justement là, les dispositifs par ces 3 champs. Mais quand on s'intéresse un peu plus près à ces dispositifs, on va se rendre compte que finalement, cette architecture telle qu'elle s'est accumulée selon plusieurs couches géologiques de dispositifs, elle se retrouve beaucoup bousculée par d'abord les évolutions économiques, mais aussi la façon dont les individus mobilisent ces dispositifs. D'un côté, on a des frontières de plus en plus floues entre l'évolution professionnelle et les reconversions, notamment liées à la mutation économique. Si vous avez des transformations très grandes des métiers, est-ce qu'on est plutôt dans un cas d'évolution professionnelle ou un cas de reconversion lourde? Mais on va voir surtout que c'est la façon dont les individus mobilisent ces dispositifs qui vient complètement bousculer cette architecture, à savoir que on pense souvent transition subie, transition volontaire comme 2 champs spécifiques. Or, et je vous parlais tout à l'heure des motifs de reconversion, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité,
si vous êtes dans une logique de rupture avec une insatisfaction professionnelle, ça ne contredit pas du tout une logique d'opportunité. Vous avez votre employeur qui veut mettre en place un plan de départ volontaire, de rupture conventionnelle collective, et ben, si vous avez une volonté de changer d'entreprise, vous avez une volonté peut-être de créer votre entreprise, de changer de métier, bah, vous allez en profiter. Et donc là, on voit bien que dans ces logiques-là, on est complètement de manière transversale à ces champs-là, et les dispositifs ne sont pas pensés comme ça. France Compétences parle aussi de ce qu'ils appellent du bricolage institutionnel. C'est vous avez une volonté de mobilité professionnelle, vous allez mobiliser déjà tous les dispositifs qui sont potentiellement à votre main, y compris en activant différents statuts si c'est possible pour vous, en fonction peut-être de la nature du salarié, de l'actif en emploi ou de la nature du métier visé. Et vous allez aussi peut-être aller vous adresser à un CEP, mais en même temps aller voir d'autres acteurs sur de l'accompagnement. Voilà, des choses qui sont en théorie pas possibles, de co-accompagnement par exemple, qui ne sont pas pensées comme telles, mais qui dans les faits sont mobilisées par les individus. Et enfin, la co-construction, qui évidemment apparaît comme l'objectif idéal, c'est-à-dire finalement une convergence de la volonté de l'individu et de l'entreprise. Dans les faits, ça postule une communauté d'intérêt qui n'existe pas toujours, notamment pas quand vous avez un individu, un salarié, un actif en emploi qui est une aspiration à une mobilité sortante, et où finalement, dans un contexte de tension sur le marché du travail, l'entreprise de départ va rarement être, bien qu'elle soit en théorie obligée par la loi, va être une ressource et va accompagner le parcours professionnel de son individu. Donc on voit bien un enjeu de simplification et d'accessibilité de ces dispositifs-là. Alors si on bascule, je vais y aller rapidement, mais sur la Oui, question... Oui, oui, Vincent, comme du coup, je vois que le temps tourne, là, comme il y a, je sais le nombre de diapos qu'il y a, voilà, il va falloir faire un choix un peu entre une présentation exhaustive ou quelque chose de plus synthétique pour qu'on puisse avoir du débat derrière. Donc, si tu peux tenir compte pas de un peu. souci. Bon. Merci, Je, Vincent. je fais ça en 5 minutes. C'est juste plutôt pour Voilà. justement ouvrir la Oui, discussion. Donc, voilà, nous, très bien. dans notre rapport, on a 4 grands leviers. Le premier, c'est justement sur ce que j'évoquais, le premier constat, c'est renforcer la capacité à piloter les politiques emploi-formation pour accompagner ces transitions-là. Alors, d'abord, on va dire au niveau national, parce qu'on sait que depuis la disparition du CNEFOP, on n'a plus de lieu finalement pour vraiment avoir du débat et pouvoir piloter les politiques emploi-formation et notamment décliner les grandes orientations de l'État en des niveaux stratégiques. Au niveau régional, on a des CREFOP, mais dont on sait aussi que les prérogatives sont assez limitées. Et on a aussi une nécessité de faire vivre là pour le coup, en infrarégional, à une maille territoriale du dialogue social, du dialogue, que ce soit paritaire, mais aussi faire dialoguer des acteurs économiques, des acteurs de l'emploi, etc. Des choses qu'on ne sait pas forcément beaucoup faire dans le cas français. Alors, notre rapport est sorti un peu avant la création de France Travail et du réseau des acteurs de l'emploi. Donc, il y a une grosse attente, on verra bien si ça a un effet, mais clairement, les transitions professionnelles sont un objectif de ces niveaux de pilotage des politiques. Deuxième grand levier, c'est renforcer l'accompagnement au sens appui à l'aide à la définition d'un parcours de transition. Donc, nous, là, on appelle à renforcer le CEP, c'est-à-dire potentiellement à avoir un peu des effets push, à pouvoir inciter les gens à recourir à du CEP plus souvent et peut-être d'en faire une espèce de brique minimale de l'accompagnement. Ça, c'est quelque chose, là aussi, le CEP est en train de monter en charge, donc tant mieux, mais il y a encore beaucoup à faire sur le CEP, mais on pense que c'est vraiment important. On évoque aussi la question des pratiques d'accompagnement, notamment sur ouvrir des dispositifs qui sont des dispositifs de formation plus courte, de les penser plus naturellement, de les dessiner plus naturellement à des objectifs de transition professionnelle. Là, on pense souvent transition professionnelle, formation longue. Donc ça, c'est un deuxième point. Ensuite, il y a, et là, je pense que c'est un diagnostic qui est assez partagé, y compris par les pouvoirs publics et la ministre actuelle, la volonté de simplifier l'architecture des dispositifs qui financent les reconversions et les transitions professionnelles. D'un côté, en essayant d'augmenter le nombre de gens qui peuvent avoir accès à ces dispositifs, ce qui veut dire
essayer, dans la mesure du possible, de faire diminuer le coût unitaire de ces dispositifs. Nous, on propose on propose des pistes dans le rapport, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, mais l'idée, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on rend plus modulaire ces dispositifs de transition professionnelle et comment on essaye d'avoir finalement des dispositifs qui permettent de répondre à plusieurs situations professionnelles. Comme je le disais, il y a eu une négociation l'année dernière qui a achoppé autour de la création potentielle d'un nouveau dispositif. Il y a eu un accord national interprofessionnel mais qui a été signé uniquement par l'UDP, une organisation patronale et 4 organisations syndicales, mais des négociations doivent reprendre. Il y a vraiment un objectif de créer un dispositif qui soit plus modulaire et potentiellement qui s'appuie sur la modalité de l'apprentissage, qui est une modalité qui a un peu fait ses preuves et qui permet d'avoir du financement de rémunération par l'entreprise d'arrivée. Ça, c'est la question un peu de la tuyauterie des dispositifs, mais il y a aussi un enjeu de garantir que finalement ce sont les bonnes personnes et qui visent les bons métiers de destination qui ont accès à ces dispositifs-là, si on réfléchit à enveloppe constante. Et enfin, on a un quatrième levier qui est là plutôt vraiment réaffirmer le rôle des entreprises, le rôle des branches dans le fait de faire vivre ces transitions professionnelles. Que ce soit en termes de passerelle entre métiers, donc là, ça renvoie plutôt à des enjeux de dialogue social, d'architecture des certifications, de meilleure utilisation des logiques de blocs de compétences. Aussi une responsabilité très forte à réaffirmer, à rappeler, parce que c'est déjà dans la loi des entreprises à l'égard de leurs salariés d'envisager des transitions professionnelles, y compris des transitions sortantes. Donc nous, là, on appelle à refondre et à renforcer l'entretien professionnel, mais aussi peut-être à permettre un accès à du CEP sur du temps professionnel. Et enfin, aussi côté peut-être la pouvoir public, développer l'accompagnement des entreprises sur ces sujets-là. On sait qu'il y a une offre qui est pléthorique, mais qui est mal connue. Et finalement, là encore, ce qui va être mis en place avec France Travail et ces nouveaux réseaux d'acteurs pour l'emploi, peut-être demain, il permettra, mais il y a un enjeu de service aux entreprises qui est aujourd'hui beaucoup donné en silo. On a d'un côté des acteurs du monde de la formation, de l'autre des acteurs qui seraient plutôt des acteurs du monde du recrutement, de la stratégie, etc. Donc, comment penser tout ça de manière plus intégrée? Voilà un peu pour cette présentation un peu longue, mais le sujet est large et surtout mobilise l'ensemble finalement de l'écosystème emploi-formation autour de cette question des transitions professionnelles. Merci beaucoup, Vincent. Non, tu as, un peu plus, mais tu n'as pas très bien respecté. Puis sachant que voilà, c'est aussi pour tous les leviers, c'est une incitation aussi à aller regarder si des choses vous intéressent dans ces leviers-là, de regarder un peu, c'est bien détaillé dans le rapport, ça peut servir d'argumentaire aussi suivant les positions dans lesquelles, les situations dans lesquelles vous êtes. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a voilà, beaucoup de choses qui ont été traité dans ce rapport. Donc là, on n'a rien, mais il n'y a pas eu c'était pas la consigne d'ailleurs, il n'y a pas eu l'idée c'était de privilégier les interventions orales. Donc du coup, alors c'est toujours difficile de commencer par les premières questions, mais voilà, c'est un peu vos réactions. Il y a eu 2 petites réactions sur le chat, mais peut-être si des gens veulent dire des choses, mais j'attends Prenez la parole. Si vous pouvez lever je ne vois personne là qui. Non, non. Par Quelqu'un. rapport, Ah, peut-être juste par rapport aux questions qui sont oui, dans le chat, oui. peut-être. Ah, oui, Juste allez-y, allez-y. Oui, vas-y, Vincent. Non, non, juste un mot. Je vois qu'on dit effectivement le CEP peut se faire en complément du bilan de compétences, par exemple. C'est vrai que c'est juste un point important et j'aime bien raconter cette anecdote. À un moment, il y avait un dispositif, il y avait une page qui était un point gouv, donc du Ah, ministère du Travail, où il y avait marqué différence entre bilan de compétences et CEP. Le bilan de compétences est payant, le CEP est gratuit. Donc on voit bien que c'est absolument pas ça. Ça montre bien une méconnaissance, y compris de la part de certains acteurs, qui sont des acteurs du système, mais bien évidemment, le CEP peut inciter à du bilan de compétences et dire ce serait intéressant dans votre parcours et renvoyer un bilan de compétences qui peut du coup être financé par du CPF. Et voilà, en théorie, le CEP a vocation à être comme ça une espèce de plateforme qui permet d'articuler à l'ensemble des dispositifs, aussi bien formation que peut-être reconversion, etc. Il y a cette volonté-là. Et juste par rapport à la deuxième question, comment s'appelait le dispositif dont la création avait échoué?
Donc il y a eu une proposition, donc il y a eu une qui a échoué. Il y avait une proposition du MEDEF et qui avait été posée sur la table sur un nouveau dispositif qui a finalement achoppé. Et du coup, le deuxième, dans l'espèce de deuxième accord national interprofessionnel qui était plus petit et qui du coup n'a pas forcément vocation à être pris dans la loi, il y avait la volonté de créer ce qu'ils appelaient un dispositif, la période de reconversion, qui était une sorte de on va dire, un dispositif qui était avant tout ciblé sur des reconversions internes aux entreprises, donc pas trop dans le cadre d'une mobilité sortante entre entreprises, et qui était assis sur le dispositif de la mobilité pédagogique de l'apprentissage, une sorte d'apprentissage dédié à la reconversion un peu spécifique, avec des financements qui plus ou moins suivaient ceux qui existent sur les dispositifs d'apprentissage et de période de contrat de professionnalisation. D'accord. Bien, merci Vincent. Merci pour avoir donné ces précisions. Alors, il y a encore une question, mais on va privilégier la parole un peu pour donc Monsieur Lévy. Voilà, Francis Lévy, vous vous présentez, vous dites d'où vous Oui, parlez et pour poser votre question ou nous interpeller sur vos réflexions. oui, bonjour. Donc Francis Lévy, je suis le délégué général de la Fédération française des GEC, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la D'accord, qualification. d'accord. Vincent Donne a déjà un petit peu répondu. En fait, il y a un dispositif qui existe déjà et qui répond à pas mal des enjeux, c'est-à-dire pouvoir faire de la formation, s'appuyer sur l'entreprise d'arrivée et pas sur l'entreprise de départ, et avec un coût moindre pour les fonds publics, puisque c'est l'entreprise d'arrivée qui prend en charge la rémunération, c'est le contrat de pro. Oui. Voilà, vous avez parlé de contrat d'apprentissage tout à l'heure, mais il me semble que c'est plutôt le contrat de pro. Donc je veux savoir ce que vous, et puis ça avait été évoqué assez longuement hein, par Carole Grandjean à l'époque où elle Tout à était fait. ministre, Mhm. savoir ce que vous pensez de faire de manière plus explicite du contrat de pro, un peu un outil central des transitions, reconversions professionnelles. Voilà, quel est votre avis là-dessus? Bah, je pense que il semblait que c'était un peu effectivement l'option privilégiée tant par les pouvoirs publics que par les partenaires sociaux. Pour être totalement transparent, je pensais que la négo irait là-dessus et que Mhm. finalement il y aurait un accord, en tout cas sur la modalité, à savoir recourir à la modalité de l'alternance et plutôt l'appuyer sur un contrat de pro renouvelé. Après, évidemment, la question derrière, c'est la question du financement, parce que avec les évolutions récentes, il y a eu évidemment une organisation des financements de l'alternance qui s'est très largement orientée sur les contrats d'apprentissage. Sur le papier, ça semble être l'option peut-être la plus naturelle. Après, se pose la question quid aussi des écarts de rémunération qui sont potentiellement forts sur certains types de reconversion. Euh, et du coup, quels seraient les niveaux de rémunération qui seraient offerts dans ces nouveaux contrats de pro, quoi. Mais je pense qu'effectivement, ça semblait la meilleure manière parce que c'est en plus un dispositif qui est déjà bien identifié par les entreprises et par les employeurs. Et du coup, je pense que si les négociations reprennent, elles se feront quand même peut-être avec cet objectif-là. Et je pense que de la part des acteurs, c'est plutôt privilégié pour la publicité, quoi. Ce qu'on peut juste rajouter sur le contrat de pro, c'est il a une histoire qui était. La question, c'était l'idée d'utiliser effectivement un contrat qui soit un peu une sorte de contrat unique dédié aux questions de transition. Le problème, c'est que le contrat de pro a une histoire et qu'il fallait un peu, pour pouvoir faire ça, il faut un peu s'affranchir de cette histoire. Donc pour l'instant, le contrat de professionnalisation, il vient d'abord de la question de l'insertion des jeunes. Et donc c'était un peu la question de savoir si on devait complètement lui faire enlever sa vocation de contrat orienté vers les jeunes en mettant tout sur les jeunes sur le contrat d'apprentissage et en dédiant ce contrat aux non-jeunes, j'allais dire, c'est-à-dire les plus de 26 ans, voire 30 ans maintenant, parce qu'on est jeune très très longtemps maintenant en insertion. Et voilà, non, non, mais sans plaisanter, voilà, c'était un peu cette idée on voit bien que c'était un des problèmes que pour l'instant, le contrat de professionnalisation, il a encore pour de moins en moins de gens, mais pour un certain nombre de secteurs, une utilité. Donc, il fallait trouver un peu un substitut. Mais je crois que cette idée, on ne sait pas comment elle reviendra, mais elle est un peu
l'air du temps, de dire il faut trouver, moi j'appelle ça une sorte de véhicule un peu pour la transition qui soit à la fois voilà, reconnu un peu par tout le monde et qui en même temps ait une certaine flexibilité. Et le problème, c'est que le système français, on l'avait bien vu dans le rapport, il a vocation souvent à créer des dispositifs ad hoc pour des populations spécifiques avec des conditions particulières. Et c'est ça qui est difficile à concevoir. C'est un dispositif qui soit, comme a dit très bien Vincent tout à l'heure, un peu modulaire, qui permette finalement d'accueillir différents types de situations en termes de durée du contrat, en termes de type de rémunération. Et ça, c'est effectivement un peu antinomique avec ce qui est souvent avancé dans la manière de construire des dispositifs pour des politiques d'emploi et de formation ou de transition. Et juste, je Oui, réagis oui, là-dessus. allez-y. Enfin, c'est déjà le cas pour le contrat de pro qui est déjà, Oui, oui, qui oui. permet déjà ça et qui est de moins en moins utilisé pour des jeunes et de plus en plus pour Voilà, les adultes. c'est Donc ça. en fait, il le permet déjà. Après, c'est Oui, plus dans oui, la représentation que oui, dans la oui. réalité. Bon, Non, non, de mais toute tout à façon, fait. C'est bien la question. Oui, oui. Vas-y, Vincent, tu voulais rajouter quelque chose, non, non? non, non, mais j'allais dire effectivement Mm, qu'aujourd'hui, de toute façon, le contrat de pro pour les jeunes, il est moins avantageux pour les entreprises que l'apprentissage. Donc, il y a pas trop de mm, raisons qui mm, retrouvent ce voie. Après, je pense que la question de la tuyauterie, entre guillemets, des dispositifs, mm, elle est importante. mm. Mais c'est Mais la pas. grande question qui est derrière, c'est aussi la question de finalement qu'est-ce qu'on vise. Parce que autant il y a la question de la nature juridique du contrat qui va être potentiellement créé. La question, c'est finalement sous quelles conditions on va ouvrir l'accès à des financements. Et peut-être que la logique qui a longtemps prévalu, qui était plutôt une logique métier en tension, aurait peut-être aujourd'hui vocation à être remplacée. Nous, on appelle ça les métiers de l'intérêt général. La définition est large et je pense qu'elle devrait être envoyée aux partenaires sociaux parce que la question, c'est sur quelles conditions on va faire accéder, par exemple, ce contrat de pro. Est-ce qu'il va être ouvert à tous avec cette logique un peu de droit de tirage qu'on a vu sur l'apprentissage et on a vu que du coup, c'est difficile de réguler un dispositif comme ça, ou est-ce qu'on va plutôt justement dire c'est certains types de publics, certains types de salariés d'actifs qui sont visés, ou peut-être certains types de métiers. Et nous, on préconise par exemple de aussi envisager, comment dire, des sortes de bonifications pour, par exemple, des actifs qui accepteraient de s'orienter vers certains métiers dont on sait qu'ils ont des perspectives d'évolution de carrière qui sont limitées et finalement qui font qu'aujourd'hui, les individus sont assez rationnels. Si les individus ne veulent pas devenir aide à domicile, c'est aussi qu'ils savent que vous allez être à domicile quelques années, aide à domicile quelques années, vous n'avez pas de perspective d'évolution de carrière. Et donc là, on voit bien que si on n'envisage pas une sorte de bonification d'aide à la reconversion, et là, cette aide à la reconversion, elle est peut-être plutôt assise sur du PTP peut-être ou sur des crédits type sur des comptes individuels. Mais il faudra avoir plusieurs jambes en même temps si on veut accompagner les transitions et en faire un outil de réallocation sectorielle qui puisse être manipulé par la politique publique, je pense. Il y a des questions qui sont sur le chat, mais peut-être plutôt les dire oralement. Je vois que monsieur ou madame Erignou a posé une question qui a reçu l'assentiment de trois autres personnes. Est-ce que peut-être vous pouvez poser votre question oralement ou mettant je ne sais pas qui est, j'ai juste, non, vous souhaitez pas? Peut-être, à moins que je ne sais pas si la personne est toujours là, mais apparemment elle est connectée. Ou qui, Ah, qui a posé. Bon, ou sinon, peut-être c'était si on juste veut. une petite question de détail, Vincent, c'était de préciser le million de personnes en mobilité, les besoins d'accompagnement, voilà. Et bon, il y avait comment peuvent évoluer les dispositifs de transition, ben, on y a un peu répondu. Mais, Alors du coup, je vous dis, nous, c'est difficile parce que c'est oui, difficile de savoir qu'est-ce ouais. que c'est qu'une reconversion. Hmm, Euh, mais selon nous, des travaux qu'on avait effectués à France Stratégie, on s'y chiffrait à 1,4 million hmm, de mobilité chaque année
selon la définition de la reconversion qu'on a adoptée. Et du coup, voilà, c'est juste pour rappeler un peu les volumes. Encore une fois, c'est important de bien préciser, toutes les mobilités n'ont pas vocation à être accompagnées. Et beaucoup de mobilités et de reconversions Bien, qui s'opèrent exactement. sur le marché du travail sont, voilà, c'est des gens qui ne demandent rien à personne et où finalement, il n'y a pas de, il y a pas de. Mais la question, c'est est-ce qu'on fait augmenter quand même celles qui sont prises en charge au moins de manière partielle, et est-ce qu'on s'assure que ceux qui vont avoir accès à la dispositif sont ceux qui en ont le plus besoin. Euh, D'accord. Dans le cas du projet de transition professionnelle, on a plutôt c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'on a une vraie mobilisation par des ouvriers, des employés, à peu près à la hauteur de ce qu'ils représentent sur le marché du travail. Pour beaucoup d'autres dispositifs, on a une forme de déformation, et c'est finalement des individus qui ont déjà pas mal de ressources en propre ou qui pourraient en avoir au sein de leur entreprise de départ, qui vont bénéficier de ces dispositifs-là. Et c'est ça qui est interrogé un peu par la question de est-ce qu'on met plus d'argent sur la table, et si on n'en met pas plus, est-ce qu'on s'assure que c'est bien vers les bonnes personnes que vont ces financements publics ou mutualisés dans le cas du CPF? Parce que le CPF, rappelez, un dispositif qui sert peu aujourd'hui aux transitions. Enfin, alors, ça va mieux, mais en tout cas, seul, il ne sert pas seul forcément à une reconversion. Et du coup, il y a des enjeux d'abondement par les pouvoirs publics, par les collectivités, par des branches, plutôt des branches d'arrivée, en disant, bah, vous voulez vous orienter vers un métier, je ne sais pas, dans la sécurité ou dans le cadre des Jeux Olympiques, vers un métier où on va avoir un besoin. Bah, on vous fait une bonification, mais une bonification automatique sur votre CPF pour, on va dire, l'orienter plus vers du reskilling plutôt que l'upskilling dont il est souvent un peu la cible. Monsieur Spector, je ne sais pas si c'est votre nom, peut-être vous dites d'où vous parlez? Oui, bonjour. Non, c'est bien mon nom. Donc, je Ah, suis Jean-Philippe Spector et je suis chargé de mission benchmark international à l'UNEDIC. d'accord. Ah, Donc, merci Vincent pour ta présentation. Donc, moi, je connais Vincent d'une vie antérieure. On partage un tropisme commun qui est le benchmark international et je voulais savoir s'il avait en tête des idées, enfin, des pays dans lesquels existent des dispositifs qui pourraient être utiles pour justement répondre à cette question des transitions professionnelles, tant pour les demandeurs d'emploi, donc quel est le rôle qu'ont les homologues de France Travail à l'étranger dans ces dispositifs d'accompagnement des transitions professionnelles, ou bien d'accompagnement des salariés en emploi dans le cadre d'une transition. Mais c'est une bonne question. On a été regarder ça un peu pour notre rapport. Les exemples qui ressortent sont toujours un peu les mêmes, hein. C'est évidemment l'Autriche, les Pays-Bas, les pays nordiques. Ce qu'il faut quand même bien rappeler, c'est que nous, on évoque certains exemples dans le rapport, notamment les fondations autrichiennes, ou j'ai plus le nom exact en tête, mais notre dispositif en Suède. Mais toujours rappeler qu'on est dans des contextes où le rôle des partenaires sociaux et évidemment de la négociation est tellement plus forte qu'on a du dialogue social à différentes mailles, notamment à des mailles géographiques, infranationales, assez développées, et que du coup, c'est finalement dans ce cadre-là, alors soit il y a des contributions volontaires de certaines branches, de certaines entreprises qui vont permettre de la reconversion, et finalement, à partir du moment où il y a un dialogue social qui est engagé, c'est plus facile d'envisager, de trouver un accompagnement collectif qui va d'une entreprise de départ ou d'une industrie de départ, d'un secteur de départ à un secteur d'arrivée. C'est quelque chose qu'on sait peu faire en France parce que voilà, on a une structuration du dialogue social déjà qui est très forte vers le national, et quand il n'est pas vers le national, il est tourné vers les branches et donc vers des secteurs. Or, ce qu'on se rend compte évidemment dans le cas des transitions professionnelles, c'est qu'on a beaucoup, schématise, il ne faudrait pas le faire comme ça, mais on a beaucoup de destruction d'emplois potentiellement dans l'industrie, même si on est en train de retrouver de l'industrie, mais dans certaines industries ou en tout cas dans certains métiers de production, et des besoins sur les métiers de service. Aujourd'hui, faire dialoguer transition et service, par exemple, c'est quelque chose qu'on sait très peu faire. On sait très peu faire parce qu'il y a peu de dialogue en interpro, et on sait peu le faire à la maille d'espace géographique finalement restreint, parce qu'il y a peu de présence des partenaires sociaux dans ces mailles-là. Et on va se rendre compte que quand Transco avait été lancé, là où ça a marché, c'est finalement là où il y avait des acteurs un peu structurants, soit des organisations syndicales dans certains espaces géographiques, en Bretagne par exemple, soit parce que vous avez une entreprise qui est tellement structurante à la maille d'un bassin d'emploi, par exemple, que du coup,
entre les liens avec ses sous-traitants, mais aussi d'autres secteurs, c'est tellement fort qu'il y a un dialogue social à froid qui permet, lorsque finalement il y a un peu des difficultés, on peut organiser des transitions collectives. Et nous, on parle d'un cas qui est assez intéressant, qui est le cas des fermetures de centrales à charbon. Donc là, ce qui était bien, c'est qu'on sait qu'on va fermer à telle date une centrale à charbon, les syndicats, les représentants du personnel sont prévenus, et du coup, il y a un dialogue social qui se met en place avec une impulsion des pouvoirs publics et de l'argent qui est mis sur la table, hein, et là, on peut organiser des transitions collectives. Et donc, ce modèle-là, c'est un modèle qui ressemble beaucoup à ce qui peut exister sur certaines fondations géographiques, par exemple en Autriche, et ça, c'est intéressant. Donc, on voit qu'il y a des modèles, mais en l'état, malheureusement la santé du dialogue social en France, c'est compliqué à envisager. Après, vraiment, hein, demain, est-ce que France Travail, est-ce que les réseaux des acteurs pour l'emploi à des mailles, notamment infrarégionales, permettraient ça? Nous, on espère que ça va, à minima, créer du dialogue qui permettrait de déboucher là-dessus. Parce que Transco, c'est ça qui a chopé. C'est pas tant le financement que l'incapacité à faire vivre dans des espaces territoriaux ces dispositifs qui demandent des entreprises de départ, des entreprises d'arrivée. Merci Vincent. Je vois que dans le chat, Pierrette a posé beaucoup de questions. Pierrette, est-ce que tu pourrais du coup dire une des Oui, questions qui te pose plus, voilà, pour en essayant d'en trier, peut-être pas toutes les oui. poser. Moi, la Voilà. question Tu essentielle, il y peux en a dire plein. d'où tu parles, Pierrette? Voilà, donc Pierrette, je fais partie de la FREF, j'ai travaillé à la Poste, Voilà. beaucoup sur les transitions professionnelles, mais j'étais responsable formation, développement des compétences. Et puis Merci. ailleurs, voilà. Donc oui, en fait, Vincent, vous répondez là en partie. Moi, une question phare par rapport à ça, c'est quand même cette idée de co-construction. Co-construction de la transition ou de la reconversion professionnelle entre des employeurs potentiels, entreprises, et puis ces personnes, enfin ces personnes, ces salariés. Donc, moi, personnellement, j'y crois beaucoup. Bon, il y a un frein, vous l'énonciez là à travers l'exemple, c'est très, très intéressant ce que vous disiez par rapport euh, à la difficulté de partager quelque chose entre différents secteurs. Hein, vous énumériez là bon, l'industrie et les services, par exemple, qui ne se parlent pas, et aussi entre les régions. Hein, donc vous disiez, moi je trouve ça c'est une piste formidable qu'il faudrait creuser, ça l'est déjà peut-être, mais des acteurs, dès l'instant qu'il n'y a pas d'acteur, on va appeler ça un acteur institutionnel qui bosse à cette question-là, ça ne marche pas. Donc voilà, parce que mon souci, c'est de dire la co-construction, on voit que c'est très difficile, on a des exemples concrets, la Transco, vous dites que ça n'a pas marché. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comprend pourquoi ça ne marche pas? Moi, quand j'étais dans l'entreprise, ce que j'ai compris aussi par rapport à la co-construction que nous, on a favorisée, c'est le fait que l'entreprise a peur que les personnes, finalement, n'aillent pas dans les emplois qui sont visés. Et puis, les personnes, elles ont peur d'être mises d'emblée dans ces emplois. Vous voyez, d'être obligées de prendre ces emplois. Donc, il faut laisser un libre choix, une latitude, un temps voilà, de voir si on est d'accord ou pas. Bon, moi, je vous parle de gens, ce n'est pas des contrats pro de 20 ans, hein, c'est des gens qui bossent depuis 25 ans, voire plus. Donc, voilà, ce temps, nous, on y a beaucoup travaillé à l'époque et ça a été très intéressant parce qu'on ne peut pas obliger qui que ce soit à dire c'est comme ça, c'est pas autrement et vous y allez et vous vous taisez. Ça ne marche pas du tout. Donc, voilà, c'est une piste parmi tant d'autres, mais justement, cette co-construction, vous parliez des dispositifs qui sont compliqués. Bilan de compétences, CEP, c'est gratuit, pas gratuit, etc. Bon, comment les gens travaillent ensemble par rapport à ça? Vous voyez, c'est-à-dire les gens qui font du CEP, les gens qui font du bilan. Moi, si je vois le bilan, je fais de l'accompagnement professionnel aujourd'hui. Hein. Si je prends le bilan, quand j'ai quelqu'un de 50 ans qui a fait un bilan de compétences, il me dit ça ne me servait à rien. J'exagère le plus près, mais à peine. Pourquoi? Je lui dis pourquoi? Ben, il me dit on a parlé de mes qualités, de ceci, de cela, mais on n'a pas parlé des compétences que j'avais globalement, qu'est-ce qui faisait que je les avais et les emplois qui seraient possibles. Celui qui travaille sur le bilan de compétences me dit moi les emplois, ce n'est pas mon métier, je ne connais pas bien. Bon, j'exagère le trait, mais ça donne souvent ça. Donc, enfin, par rapport à des éléments phares qui parlent de comment on se fait rencontrer des acteurs qui sont indispensables pour faire en sorte que ce soit plus lisible, que ce soit plus efficace, que ce soit
beaucoup plus clarifié. Voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Après, vous D'accord. parliez des Bien sûr. politiques de Oui, l'emploi. Ça fait Mm. partie de la co-construction. Les politiques de l'emploi, moi, j'aimerais avoir des exemples de politiques d'emploi-formation. Mm. Ah, très bien. Alors, Alors, je pense que pour répondre à votre question, Pierrette, notamment sur cette comment dire, la mise en réseau, notamment à une maille géographique fine, je pense que c'est vraiment intéressant d'interroger Véronique Dassin-Torres parce que tel que le CEP a été pensé dans son cahier des charges initial, puis dans son second cahier des charges, il y a vraiment l'idée que le CEP est censé générer finalement des créations de communautés professionnelles, de professionnels de l'accompagnement. Parce que Oui, oui. et, 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 il y a cette idée, c'est pour ça que j'évoquais un peu l'idée que ce soit que le CEP est une sorte de plateforme qui va rediriger. Il y a cette idée de mettre en réseau. Alors, tel qu'il avait été pensé dans sa version initiale, il y avait même l'idée de dire que ce serait un dispositif qui serait unique pour les demandeurs d'emploi et pour les actifs en emploi. Dans les faits, Mm. même si on parle de CEP aussi à France Travail, aussi à potentiellement à Cap Emploi. Alors, la cas de l'APEC est un peu particulier puisqu'ils font des actifs en emploi et des demandeurs d'emploi. Donc là, c'est assez intéressant de regarder côté APEC. Mais bon, dans les faits, il y a quand même le CEP des demandeurs d'emploi et le CEP des actifs occupés, qui sont deux champs relativement segmentés, qui sont régis par aussi des cahiers des charges un peu différents maintenant. Mais il y a bien cette idée-là de dire comment on arrive à créer des opportunités chez les individus qui vont être accompagnés, et du coup, l'idée du CEP, hein, il y a deux niveaux. Il y a aussi un premier niveau qui sera un niveau d'information, redirection, et qui permettrait justement de dire, mais peut-être aller faire un bilan de compétences, mais peut-être aller justement dans un GEC, aller vous adresser vraiment à un enjeu orientation de premier niveau. Ouais, voilà, dans un monde idéal qui n'existe pas forcément, en tout cas là je parle plutôt côté des individus, il y aurait cette idée que le CEP, vous appelez votre CEP et finalement lui il vous oriente, ce serait l'équivalent, je pense, pour les demandeurs d'emploi du conseiller France Travail. Là encore, hein, il y a des limites, c'est très perfectible, mais un demandeur d'emploi sait que quand il veut, que ce soit avoir accès à un financement d'une formation, envisager une aide à la mobilité géographique, qui veut même peut-être avoir des informations sur des métiers, en théorie, il a un conseiller qui peut lui répondre, qui ne va pas être en capacité tout seul de délivrer l'accompagnement, mais qui va réorienter qui vers une aide à un atelier d'aide à la reprise d'emploi, de rédaction de CV qui peut être fait in-house à France Travail, des fois plutôt sur de la formation, des fois à dire mais est-ce que vous avez du CPF? Oui, je comprends. Eh bien peut-être. Et l'idée du CEP, en tout cas moi tel que je le vois, et je pense que Véronique Dassin-Torres en parlera, hein, mais c'était un peu ça, c'est créer ça. Et du D'accord. coup, voilà, ça c'est pour l'individu. Et après, sur ce qui est de les faire exister sur les territoires, peut-être même Damien, toi tu as été dans des initiatives dans le sud, tu peux peut-être dire quelques mots. Oui, oui, Je tout à pense fait. qui sont intéressantes. Oui, oui, je pensais justement à ça. Oui, en vous écoutant, dans le rapport, on avait fait venir, enfin, pendant l'élaboration du rapport, il y avait une dame qui avait créé un réseau entre différentes entreprises, grandes entreprises dans la région PACA et qui envisageait de monter un groupe un peu informel de mise en relation entre eux, à la fois des dirigeants, plutôt des RH de différentes grandes entreprises autour de la région à Marseille, autour de ce territoire, de mettre en relation avec justement le réseau du CEP, avec quelques organismes de bilan de compétences, et c'est ça qui est intéressant, et aussi avec des acteurs de la fonction publique, parce que en PACA, notamment, il y a 27% de gens qui travaillent dans la fonction publique, et on a découvert, à l'occasion de ces échanges qui ont été créés, donc on a fait des petits groupes de travail qui d'ailleurs continuent, là ça c'est quand même très intéressant, que en termes de mobilité, on ne parlait en fait que dans tous ces échanges qu'on a là, de mobilité inter-entreprise privée, voilà, et branche professionnelle. Et que toute la fonction publique, que ce soit la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, était à côté. Et ce qu'on est en train de découvrir, parce que c'est un des champs qui nous intéresse, parce qu'on a réussi à faire se rencontrer des gens, c'est qu'il n'existe actuellement en France aucun cadre institutionnel, quel qu'il soit, qui fait se rencontrer
tout le monde du public et tout le monde du privé. Ce n'est que des initiatives ad hoc. Et donc là, on est en train de... C'est quelque chose, enfin, c'est intéressant par rapport à ce que disait Vincent sur l'aspect création de communauté, c'est que de manière totalement informelle, à travers une initiative dans laquelle moi, il se trouve que je suis impliqué avec cette dame qui avait lancé des initiatives entre entreprises privées, on est en train très, très modestement d'essayer de nouer des liens. Et ce qui est quand même très intéressant, moi je le découvre complètement, c'est qu'il y a un énorme champ dans la fonction publique de gens qui travaillent, alors là, encore plus que dans le privé, chacun dans leur couloir, qu'il y a aussi déjà dans la fonction publique un énorme enjeu que les gens se parlent entre eux, entre ce qu'on appelle les trois versants de la fonction publique. Mais alors, l'idée que la fonction publique, qu'il puisse y avoir des mobilités entre fonction publique et secteur privé, c'est quelque chose qui n'est dans le scope de personne. Et quand on en discute dans un cadre comme ça, très très libre, avec différentes personnes, tout le monde trouve que c'est fondamentalement une bonne idée, que aucun fonctionnaire est forcément attaché à vie à rester dans la fonction publique, et que des gens du privé, à un moment donné de leur carrière, peuvent très bien avoir une envie d'intégrer la fonction publique. Il n'existe actuellement aucun cadre qui permette et qui favorise ça. Alors nous, très modestement, on essaye de créer une petite communauté là-dessus, mais c'est vrai que ça paraît assez, pour Oui, on voit rentrer qu'il y un a peu dans beaucoup le de choses sujet à faire. maintenant, ça paraît assez incroyable qu'on soit dans cette configuration encore maintenant. Donc j'espère que les choses avanceront en tout cas localement, et puis peut-être qu'on obtiendra d'autres choses à des niveaux supérieurs, mais c'est quand même très très intéressant de voir que, là je suis complètement d'accord avec Vincent, qu'il y a des que le niveau, ce qu'on a écrit d'ailleurs dans le rapport, hein, mais que le niveau territorial peut être l'occasion d'avoir des échanges, de créer au Bien moins sûr. des échanges, des interactions entre des acteurs qui n'ont pas d'espace institutionnel pour se parler. Mais là, on est sur des Mm. acteurs qui se basent sur les emplois existants. Bon, même s'il y a plein de choses qui Mm. sont à faire, etc. Mais moi, Oui, je parle en amont déjà de connaître, de voir l'évolution des métiers, les passages qui sont possibles d'un secteur à un autre. oui, bien sûr, bien sûr. Là, Mm. c'est... Tout à fait. Patrick Wallace, ouais, je pense que comme il est 2h10, on va prendre encore une dernière question, et puis on va pas effectivement aller jusqu'à 2h30 parce que je pense que les gens vont aller repartir vers des activités. Donc Patrick Wallace, on t'entend pas, tu n'as pas dû mettre ton micro. Tu n'as pas dû débrancher voilà, ton son là, parce qu'il est toujours fermé. Il faut que tu valides en bas de ton écran audio et que tu mettes le... Ouais, peut-être non, Je ne on ne vois pas. t'entend. Ah, le voilà. Voilà. Il faut que tu mettes audio en bas de ton écran. Il y a un audio qu'on ne peut pas faire ça à ta place. Ok, tu as Peut-être. raison. Voilà, Tu as voilà. raison. Voilà, voilà. Vas-y, Patrick. Donc, Rapidement, Patrick, parce qu'on va pas attendre. Oui. président de la FREF, bon, Oui. Vincent, je vous remercie hein, pour l'exposé et pour sa clarté. Bon, c'est vrai que c'est une belle introduction hein, au rapport que vous avez produit. Ce qui m'intéressait, mais ça a été dit à peu près dans les derniers échanges, c'est que vous insistez sur les différentes échelles et parmi les échelles, vous insistez sur le niveau local et la proximité, hein, pensant que c'est un lieu dans lequel peuvent se résoudre un certain nombre de tensions et par ailleurs peut-être mobiliser, peut-être autrement les ressources, les amplifier, hein, voire les mutualiser. Hein, qui est une façon collective aussi hein, de résoudre la question. Donc j'aimerais que vous développiez ce point hein, sur la question locale, de la proximité, de sa gouvernance. Euh, Alors, déjà, effectivement, pourquoi tout simplement c'est l'espace qui semble être l'espace privilégié. Alors, l'espace privilégié pour vraiment transition au plus près, évidemment, ça demande. Il y a aussi un enjeu de pilotage. Je en dirai juste un mot après. Mais en tout cas, pourquoi aussi c'est important, c'est on pointe souvent du doigt, hein, souvent on le dit plutôt des demandeurs d'emploi, en pointant du doigt qui seraient immobiles, qui ne seraient pas, voilà, accessibles facilement à la mobilité géographique. Dans les faits, la majorité des gens n'envisagent pas de transition, de mobilité géographique pour un changement d'emploi. C'est toujours à se rappeler, et on le voit bien là en ce moment, au moment où se multiplient les plans sociaux actuellement.
on voit que les propositions de reclassement que font certaines entreprises qui vont être à l'autre bout de la France ne sont pas acceptées par les entreprises, par les salariés qui seraient concernés par ces plans-là. Donc on voit bien hein, que la transition, la reconversion, l'accompagnement ne peut se faire que sur un espace géographiquement contraint, déjà parce qu'il y a des mobilités, il y a des contraintes familiales, sociales, personnelles, et aussi que quand on parle de certaines personnes qui souvent bénéficient d'un capital en diplôme, capital financier qui peut être plus restreint, sont des gens qui vont être encore plus attachés à leur territoire parce que finalement, le territoire est une ressource, hein, on le sait, la citation, pour les gens qui n'en ont pas forcément. Du coup, comment renforcer cette existence enfin, au niveau local. Je ne voudrais pas être un peu orthogonal avec ce qui est en train de se mettre en place avec les réseaux, le réseau des acteurs pour l'emploi par France Travail. Initialement, nous, on aurait envisagé des espaces de discussion qui puissent vraiment dépasser largement les enjeux purement emploi pour aller vers les enjeux formation, dont on sait qu'en France, hein, ce sont deux champs quand même extrêmement silotés. Il y a cette volonté-là un petit peu, mais on voit quand même que dans le réseau des acteurs pour l'emploi tel qu'il est en train de se développer, on a une focale qui est posée sur les questions d'emploi et de recrutement assez forte, moins sur les questions de formation, moins aussi sur des enjeux stratégie et accompagnement RH finalement des entreprises, un peu GEPP si on veut dire. Vous aurez d'un côté les OPCO, vous aurez de l'autre côté France Travail, vous aurez de l'autre côté potentiellement d'autres acteurs qui pourraient intervenir. Espérons que ces nouvelles structures vont quand même permettre de discuter. Moi, pour vous prendre un exemple, à côté, je suis un rapporteur sur l'évaluation de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, hein, dont on parle beaucoup. On sortira notre rapport cette année. Typiquement, ce qui a été mis en place dans le cadre de territoire zéro chômeur de longue durée, c'est vraiment assez intéressant. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a inspiré ou pas les pouvoirs publics pour la création du réseau d'acteurs pour l'emploi, mais là, on a vraiment, dans le cas de territoire zéro chômeur de longue durée, un espace concret, le comité local pour l'emploi, dans sa version TZ et pas dans sa version France Travail, où il y a des représentants des différents secteurs économiques au niveau local, donc vraiment hein, des représentants d'entreprise, parce qu'eux doivent se prononcer sur est-ce que oui ou non telle activité va être ouverte pour l'expérimentation. Du coup, il y a ces acteurs-là, il y a évidemment les acteurs du service public de l'emploi, France Travail, Cap Emploi, etc., et des acteurs de l'insertion, qui est presque un troisième champ. Hein. Donc les acteurs de l'insertion par l'activité économique, des représentants du collectif des citoyens, parce qu'on est sur des mailles très fines, hein. On est sur de l'infra, au niveau des grandes villes, on est sur de l'infra et on est sur vraiment de l'interco, on va dire. Et du coup, là, on va avoir vraiment des discussions de quelles sont les activités qu'on voudrait voir déployées, comment on va chercher les gens qui potentiellement pourraient répondre à ces emplois-là. Et là, c'est du travail de dentelle. Et cet exemple, moi, je trouve qu'il est assez parlant. Je ne sais pas si l'expérimentation sera poursuivie, etc. Mais il y a la volonté de mettre autour de la table différents secteurs. Dans le cas des acteurs de l'emploi à France Travail, c'est 13 emplois. Il y a quand même l'idée d'aller avec les branches, il y a l'idée d'aller avec les partenaires sociaux, l'idée d'aller avec le monde de la formation. Voilà. On verra ce que ça donnera. Espérons que ça générera. C'est vraiment du dialogue et du dialogue à froid. C'est pas quand on a un plan de licenciement et qu'il faut recaser 90 ou 300 personnes qu'on peut envisager ces reconversions. Il faut déjà avoir établi des liens avant. Et c'est ça qu'on voit. Hein. Et on parlait de la Poste. On peut parler d'autres grandes entreprises qui ont un héritage public où il y a une place forte hein, pour le dialogue social, les représentants du personnel. Il y a d'autres entreprises qui sont assez volontaristes là-dessus. On a beaucoup parlé du cas de Monoprix sur Transco. Mais Monoprix a une tradition assez forte là-dessus et du coup avait déjà noué des relations avec des acteurs de l'aide à domicile, etc., de la propreté. Donc, c'est plus facile d'envisager ça quand on a pu discuter tranquillement. Et du coup, les représentants personnels ont pu s'emparer de la question. Merci. Donc, il faut espérer que ça marche, quoi. Non, mais ça montre également que le niveau local a peut-être un avantage supplémentaire, c'est de dépasser les dispositifs pour, dans l'interrelation personnelle et de confiance, la capacité hein, d'avancer beaucoup de choses. Et qui n'est pas uniquement du bricolage, hein, c'est de la reconnaissance réciproque, c'est la capacité qu'on a de dire finalement on peut faire telle ou telle chose et d'inventer. Hein, parce que c'est vrai que
il y a tout un facteur d'inventivité qui est nécessaire, et notamment quand on veut créer, disons, envisager des pratiques et des compétences qui permettent un avenir désirable, hein, qui est aussi un des éléments importants, hein, dans l'idée de la transition professionnelle. Tous ces métiers futurs qui sont liés au care, qui sont liés au prendre soin, hein, qui sont liés aux défis environnementaux et sociétaux, en fait, hein, qui est aussi quelque chose qui échappe aux référentiels et aux compétences ciblées entreprises, et qui sont pourtant très importants dans les futurs métiers, hein, de l'humain, qui est nécessaire pour le contact avec le vivant. Enfin, je pense qu'il y a certainement une dimension, peut-être que vous ne développez pas trop dans le rapport, mais qui est important, hein, dans les transitions et dans les démarches, on va dire, compétences futures, qui ne sont pas uniquement celles de l'évolution du marché du travail ou des entreprises, mais qui est celle de notre façon de penser et de construire le social ensemble. Ouais. On Enfin, espère. moi, il me semble que c'est un des éléments qui est aussi important, peut-être qu'on verra dans la disputation. Tout à fait. Voilà. Oui, ben, merci Patrick de ta contribution. Je pense que, sauf si vraiment quelqu'un avait envie de pouvoir voilà, évoquer ça. Alors, il y a monsieur ou madame Destombe qui voulait intervenir, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, alors moi, en fait, Ah ben voilà, vous avez réussi, d'accord, très bien. Mais une non, enfin, dernière question et après, on va s'arrêter. Vincent fera une réponse courte et vous ouais. une réaction, allez-y. Vous Ce que je peux faire, présentez-vous? c'est, je peux mettre mon micro, mais je ne pouvais pas lever la main sur le web. Ah d'accord, c'est pas grave. Allez-y, Christelle allez-y. Destombe, Allez-y, madame. Dites d'où vous parlez. Christelle Destombe, je suis journaliste pour Centre Info. D'accord. Je voulais poser la question, donc vous parlez des espoirs par rapport à France Travail. Est-ce que vous avez des bons signes pour l'instant ou c'est encore trop tôt pour le dire? Et par ailleurs, donc on a beaucoup évoqué, enfin en tout cas pour l'accès à la formation, un peu le même biais que ce que vous notez, c'est-à-dire l'accès au dispositif de reconversion est un peu privilégié par les gens qui ont les compétences. Et ça, c'est un vieux problème. Est-ce qu'on le prend suffisamment en compte? Alors, deux réponses courtes. Une première réponse politiquement correcte. En tout cas, des acteurs se mettent autour de la table, et ça nous est remonté par des acteurs de terrain. Donc, voilà, l'avancée de France Travail, c'est ça. C'est des acteurs qui ne se parlaient pas forcément. Après, la question, c'est comment on arrive à ce qu'il n'y ait pas trop un chef de file, qui pourrait évidemment là être France Travail, dans ces réseaux d'acteurs pour l'emploi, et comment on arrive à ce que des acteurs, parce qu'évidemment France Travail en plus c'est un acteur plutôt descendant, hein, naturellement, face à d'autres acteurs qui vont être plus ancrés dans le territoire, comment on arrive à trouver le bon équilibre pour que finalement il n'y ait pas, voilà, il y a pas la sensation de la part d'acteurs du territoire qu'on vient un peu essayer de créer ex nihilo un réseau là où il y avait déjà des initiatives locales qui étaient préexistantes. Donc, c'est un peu là, je pense, le gros sujet, mais voilà, les acteurs sont autour de la table. Donc, après, c'est tout récent, hein, ça fait quelques mois que les gens commencent à discuter. Et pour le second sujet, j'espère que ce sera le cas dans les négos, hein, pour le dire très clairement, qui devrait commencer bientôt. Hein, la ministre du Travail en a reparlé. J'ai pas le calendrier exact, hein, il y a une conférence sociale et il doit y avoir derrière la reprise avec le sujet de la reconversion sur la table. J'espère parce que on va pas se cacher qu'on est plutôt dans une logique où on sait qu'il y a des contraintes budgétaires qui sont très fortes et moi j'aimerais bien qu'on mette plus d'argent sur les reconversions et les transitions professionnelles. Je pense que c'est un sujet important, mais je ne pense pas que ce sera forcément le cas. Donc la question, c'est si on réfléchit à enveloppe constante, il est vraiment très important qu'on s'assure de ça. Et ça veut dire repenser certains dispositifs, certaines formes de conditionnalité. Et ça veut dire renforcer l'accompagnement pour les mobiliser. Donc là, vraiment, le CEP ou l'accompagnement au sens large doit être renforcé et les dispositifs doivent être peut-être un peu mieux modulés. Et le cas de l'apprentissage, qui a énormément d'avantages, évidemment, mais qui, en termes de ciblage, on est sur un autre public, c'est les jeunes, etc. Mais on sait que, voilà, on a une enveloppe sur les sujets formation qui est quand même fini. Donc, voilà, il y a un arbitrage aussi à réfléchir avec la question de l'apprentissage, du ciblage et demain des dispositifs de reconversion. Très bien. Merci beaucoup pour ta réponse
Madame Destombe. On va effectivement conclure un peu cet échange, donc en remerciant vraiment beaucoup Vincent Donne pour avoir voilà, un peu repris, retravaillé sur le sujet 1 an et demi après avoir coordonné la réalisation de ce rapport. Donc, je vous rappelle surtout, ça a été déjà mis dans le chat, hein, mais que si ce sujet vous a intéressé et si vous souhaitez prolonger un peu les échanges, donc à travers un peu d'un dialogue qu'il y aura entre justement Véronique Descentes-Torres, donc de France Compétences, et puis Stéphane Mas de Transition Pro Île-de-France, donc deux acteurs vraiment engagés opérationnellement hein, dans la gestion d'un certain nombre de dispositifs de transition. Ben voilà, il faut vous prendre, marquer sur votre agenda, donc le 27 mars à Paris, dans le 4e arrondissement. Donc vous serez prévenus hein, en allant regarder le site de la FREF, hein, qui a été pareil mentionné dans le chat, voilà. Et puis, n'hésitez pas d'ici là, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez aussi voilà, vous adresser à la FREF, des questions qui vous viendraient à la suite de ce webinaire. Et puis, on se retrouve donc pour approfondir ce sujet donc dans un mois. Et encore merci à Vincent Donne, à tous les participants, et on espère vous avoir intéressé puis sur ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup à tous et puis à très Merci à bientôt. tous. Voilà. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.